Hello, hello, hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2023-2024 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux puissants Browns de Boston. Plus si puissant. Non, ça va être un lendemain de veille qui risque d'être un peu pénible du côté de Boston parce qu'on a perdu des éléments qui sont des éléments quand même très importants. On pense entre autres là, à Patrice Bergeron, retraite, David Krejci, retraite. On a Orlov aussi, si je ne fais pas erreur. Ouais, exact, Orlov, qui avait très bien fait quand il a joué avec les Bruins l'année passée. Il n'a pas joué toute la saison avec les Bruins, mais il avait très bien fait. Il est parti. On a Taylor Hall qui est parti aussi. Tyler Bertuzzi qui a fait un petit bout aussi avec les Bruins puis qui est parti. Fait que, bref, il y a beaucoup de joueurs importants qui sont partis du côté des Bruins. Puis pour ceux qui me suivaient depuis un petit bout de temps, vous connaissez mon code de couleur. Les joueurs qui sont en rouge, c'est les nouveaux arrivants du côté de l'organisation. Les joueurs qui sont en vert, c'est les espoirs qui peuvent faire partie de l'organisation dès cette année. Les joueurs qui sont en bleu, c'est des gars qui sont déjà là dans la formation. Puis vous remarquez que j'ai beaucoup de rouge. Et ça, c'est quelque chose que généralement, j'aime pas tant. Fait qu'au niveau de l'attaque, il y a eu beaucoup de changements. Puis ça risque de faire mal quand même. Du côté des Bruins de Boston, l'année passée, une saison exceptionnelle. C'est pas juste une bonne saison, c'est une saison historique qu'on a connue, dépassant le record en termes de nombre de victoires, nombre de points. Écoute, on était la meilleure équipe de l'histoire. La meilleure équipe de l'histoire, bien entendu, avec notre façon de comptabiliser les points d'aujourd'hui, parce qu'on se rappelle qu'à une certaine époque, il y avait des nuls, il n'y avait pas de points pour des défaites en prolongation. Donc, bref, une défaite était une défaite, tu n'avais pas de points pour ça. Donc, c'est sûr que le système de pointage a changé, le nombre de matchs a augmenté. Fait que c'est sûr que c'est discutable. Il y en a beaucoup qui me parlent là, de la fameuse équipe du Canadien qui avait eu 9 défaites en saison régulière comme étant la meilleure de l'histoire. Oui, mais statistiquement parlant, ça reste que les Bruins ont battu le record de la meilleure organisation de l'histoire. Fait que ça a été une saison qui a été une saison hors du commun du côté de Boston. Et à peu près tout allait bien dans cette organisation-là. C'était carrément ridicule. On était premier en termes de buts encaissés, c'est-à-dire une moyenne de buts encaissés numéro un dans la ligue, moyenne de buts marqués numéro 2 dans la ligue, désavantage numérique, ouais, numéro un dans la ligue. Fait que, à peu près tout allait bien du côté de Boston. Il y a eu des blessures, par contre, ça, il faut le mentionner. Il y a eu des blessures. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué les saisons complètes. On pense entre autres, Brad Marchand qui était censé manquer un bout de la saison. Finalement, il n'a pas manqué tant que ça. Là. Il a joué presque toute la saison, 73 matchs. Par contre, Charlie McAvoy il a manqué le début de la saison de son côté. Aussi en séries éliminatoires, c'est vrai, Patrice Bergeron. Patrice Bergeron, je pense qu'il a joué 3 matchs en séries éliminatoires. Donc, il y a eu des absences qui ont été des absences importantes du côté de Boston, mais il en reste pas moins qu'on avait une équipe exceptionnelle l'année passée. C'en était carrément ridicule tellement qu'il était puissant. Alors, bref, le directeur général, on revient bien entendu avec Sweeney, l'entraîneur évidemment Jim Montgomery, un gars de chez nous, ça, un gars de Montréal. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est lui qui a gagné Jack Adams. Fait que bref, écoute. Tout était parfait. Donc, on revient avec notre même staff. En termes de victoires, 65 victoires, record de l'histoire de la Ligue, 12 défaites, 5 défaites en prolongation. Vous voyez à quel point c'est ridicule. 65 victoires pour 17 défaites. C'est pas une saison, ça. Si bon. En tout cas, 132 points du côté de Boston, une moyenne de buts marqués de 3,67. C'est la deuxième meilleure attaque de la Ligue nationale. Une moyenne de buts encaissés de 2,12. On ramasse le trophée pour le meilleur duo de gardiens dans la LNH. On ramasse le trophée Vizina du côté de Linus Ulmark. Puis bien entendu, il faut reparler Selkie du côté de Patrice Bergeron, un sixième en carrière. Wow. Non, un avantage numérique à 22,2%, ça c'est bien, mais sans plus. Un désavantage numérique à 87,3%, c'est le meilleur des avantages numériques de la Ligue. On a donc terminé au premier rang de la conférence de l'Est, au premier rang de la Ligue nationale, et on s'est fait sortir en première ronde par les surprenants Panthers de la Floride. On se rappelle bien évidemment que les Bruins avaient les devants 3-1 dans cette série-là, puis finalement ils l'ont échappé. Mais je répète que Patrice Bergeron, il me semble qu'il n'était pas là dans les premiers matchs. The Last Dance pour Patrice Bergeron, puis ben, ça a fini un peu en queue de poisson. Mais ça a été des moments très touchants. Et les surprenants Panthers, on se rappelle We Want Florida, là. Peut-être qu'il aurait préféré avoir Boston finalement. OK, le meilleur en termes de buts l'année passée a été évidemment David Pastrnak. 61 buts du côté de Pastrnak. Il est le deuxième meilleur buteur de la Ligue derrière un certain Connor McJesus. 64 buts pour ce qui est de Connor McJesus. En termes de points, le meilleur pointeur a été David Pastrnak. 113 points l'année passée. En termes de défenseur, le défenseur le plus prolifique offensivement a été Lindholm. En 80 matchs, 53 points, 40, plus 49. Mais il faut mentionner que dans le cas de Lindholm, il a joué 80 matchs. McAvoy a été blessé en début
début de saison. Donc, il a joué uniquement 67 matchs. McAvoy, 52 points, puis Lindholm, 53. C'est sa première saison complète avec les Bruins, puis ça l'a bien été d'ailleurs du côté de Lindholm. Mais il faut quand même mentionner aussi, il y a eu des transactions qui ont été faites dans l'année, puis je voulais absolument le mentionner, c'est Orlov. Dans le cas de Orlov, on a 43 matchs, 19 points chez les Capitals l'année passée. 23 matchs, 17 points chez les Bruins l'année passée. Fait que ça a très bien été pour Dimitri Orlov avec les Bruins. Mais malheureusement, Orlov a décidé de signer avec les Hurricanes de la Caroline. Une belle chance pour une coupe d'ailleurs du côté de la Caroline. Alors bref, c'est ça pour ce qui est du portrait général. Je vous invite maintenant chez les espoirs du alacoupe.ca. Alors, vous pouvez vous rendre sur le alacoupe.ca pour voir plus de détails sur les espoirs qui sont les plus proches d'atteindre la LNH. Le texte a été encore une fois signé par notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Alors, on a l'espoir numéro 1 qui est le plus proche d'atteindre la LNH, c'est Jakub Luko, 23 ans. C'est un ailier gauche, ailier droit qui est un choix de 3e ronde en 2018. Il a joué un total de 23 matchs l'année passée dans la LNH pour un gros total de 7 points. On se calme, on se calme. Il a joué un petit peu aussi dans la Ligue américaine. Attendez une minute, je vais vous sortir ça. Là. Dans la Ligue américaine, c'est 33 ou 35 matchs, j'écris mal, mais en tout cas, une trentaine de matchs, 17 points. Dans le cas de Luko, on parle d'un gars qui est fort physiquement et qui est bon en échec avant et qui est responsable dans sa zone. Puis c'est peut-être une des raisons qui fait qu'on va pouvoir le voir dans la LNH. C'est le genre de responsabilité qu'il est capable de prendre dans la LNH. Parce que c'est pas un joueur qui est reconnu comme étant offensif. Fait qu'à ce moment-là, même si on n'a pas de place pour lui dans le top 6, il peut se faire une place sur un 3e ou 4e trio. C'est jouable, là. Je veux dire, moi en tant que tel, je fais une projection, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être ça. Alors Jakub Luko, qui est peut-être le seul qui a vraiment une chance tangible de faire la LNH dès cette année du côté de Boston. C'est triste un peu à dire, mais c'est pas la banque des espoirs de Boston qui c'est la plus belle banque d'espoirs dans la LNH. Fait qu'on mise encore une fois cette année à être une équipe compétitive. On veut aller en série, peut-être même pour une Coupe Stanley. Fait qu'on est réduit au niveau de notre relève, disons. Par la suite, on a l'espoir Mason Lohrei, 22 ans, un défenseur gauche, choix de 2e ronde en 2020, ainsi que Fabian Lysell, 20 ans, un ailier droit, choix de 1re ronde en 2021, qui sont, selon notre chroniqueur Anthony Saint-Amand, les plus proches d'atteindre la LNH. Alors, je vous invite sur le site alacoupe.ca, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Bruins de Boston par Anthony Saint-Amand pour plus de détails. Également, tout nouveau cette année, puisque nous avons fait un dossier pré-saison 2023-2024 sur le alacoupe.ca. C'est en fait un document téléchargeable 100% gratuit. Vous avez le survol des 32 organisations ainsi que les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH pour les 32 organisations disponibles sur le site alacoupe.ca, téléchargement gratuit. Alors, ce que vous avez ici, en fait, c'est un alignement qui est un alignement projeté. Alors, c'est là, au moment d'enregistrer ma vidéo, les training camps ne sont pas commencés encore. Fait que je sais pas de quoi ça va avoir de l'air, mais ça pourrait ressembler à ça en début de saison. C'est sûr que j'y ai été avec un petit peu des réflexions, donc ça veut pas nécessairement dire que la chimie pogne entre les gars, mais bon, quand tu as beaucoup de nouveaux, c'est difficile des fois un peu de te retrouver. Hein? On va se dire ça comme ça. Alors en termes de première ligne, moi je me dis, bon, tu as deux choix. Soit que tu divises tes forces ou soit que tu les mets ensemble. Par le passé, Bergeron, Marchand, Pasternak, ça faisait des flamèches. Fait que je me suis dit, on va les garder ensemble. C'est peut-être pas le best move. Parce que j'ai vu des gens qui préféraient séparer Pasternak puis Marchand. Ça peut être une option aussi, OK? Donc, moi, j'ai préféré les séparer. Puis c'est ça. Fait que bref, c'est mon choix. Fait que j'y vais avec Brad Marchand, 67 points en 73 matchs l'année passée. C'est quand même pas dramatique. C'est une saison qui est correcte sans plus. Dans le cas de Marchand, c'est un gars qui peut faire plus d'un point par match. Fait que ça, c'est peut-être un petit peu décevant à ce niveau-là. Mais quand même, 67 points en 73 matchs, il n'y a pas de quoi se péter la tête ses murs. Ce qui est intéressant par contre, c'est Pavel Zacha, âgé de 26 ans, un grand bonhomme, je pense qu'il fait 6 pieds 4, je ne fais pas erreur. Pavel Zacha qu'on a connu surtout, je pense que c'était du côté du New Jersey, je me rappelle bien. 57 points en 82 matchs, c'est pour lui une meilleure saison en carrière pour ce qui est de Pavel Zacha. Est-ce que je me trompe? Ouais, meilleure saison en carrière pour ce qui est de Pavel Zacha. C'est un ancien choix de première ronde en 2015. Fait qu'on a connu une bonne saison du côté de Boston, mais tout le monde a connu une bonne saison pour ce qui est de l'année passée. Fait que je sais pas à quel point on peut vraiment se reposer là-dessus, mais 57 points en 82 matchs, c'est un joueur de centre à grand gabarit. Fait que moi, je pense que ça peut être intéressant de le mettre sur le premier trio. Évidemment, là, on n'a plus Patrice Bergeron, fait que ça fait un méchant. Ben, en fait, on n'a plus Bergeron puis Krejci qui étaient tes deux premiers centres. Fait que ça fait mal, là. On a été en chercher ailleurs pour compenser le tout, mais c'est ceux qui étaient en dessous qu'on fait monter au-dessus. Fait que on
verra si on peut s'adapter. Mais en tout cas, dans le cas de Pavel Zacha, s'il joue avec David Pastrnak, normalement, ses statistiques offensives devraient aller à la hausse, logiquement, parce que Pastrnak, c'est un bon buteur, mais il peut faire des passes aussi. C'est un bon joueur offensif, point. Par la suite, en termes de deuxième trio, j'ai été avec le vétéran de 34 ans, James Van Riemsdyk, qu'on a été chercher. Lui, il jouait à Philadelphie l'année passée. 29 points, 61 matchs, une saison incomplète pour lui. C'est un joueur qui a déjà connu des meilleurs moments. Je pense pas qu'à 34 ans, il va connaître la meilleure saison de sa carrière. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Mais on sait jamais, on sait jamais. 29 points en 61 matchs, c'est à peu près un point par deux matchs, donc peut-être une quarantaine. De façon réaliste, on va dire peut-être 40 à 50 points l'année prochaine. Ouais, on sera probablement pas premier en termes de buts marqués l'année prochaine du côté de Boston. Par la suite, en termes de deuxième joueur de centre, on est allé avec Charlie Cole, dis-je bien. 45 points en 82 matchs l'année passée, donc quand même une saison respectable sans plus. Et là, on a Jake DeBrusk. Du côté de Jake DeBrusk, là, ça a été très compliqué dans les dernières années. Âgé de 26 ans, Jake DeBrusk, là, il y a eu énormément de rumeurs, d'échanges entourant ce gars-là. Puis finalement, l'année passée, ça a bien été. Ça a vraiment bien été. 50 points en 64 matchs. Il a manqué le début de saison à cause d'une blessure. Mais il en reste pas moins que le temps qu'il a été là, il a profité de son occasion. Puis ben, on espère du côté de Boston que ça soit son réveil. Puis qu'il continue comme ça. Puis qu'il y ait une performance qui soit une performance à la hauteur de 50 points en 60 matchs. C'est quand même très bien. Par la suite, on y va avec Frederick. Lui qui est un petit peu plus jeune, je pense. Ouais, 25 ans du côté de Frederick. 31 points en 79 matchs l'année passée. Que je fais jouer avec un nouveau venu du côté de Boston, c'est Morgan Geekie, je pense, qui arrive de Seattle. Geekie, il s'est un peu révélé du côté de Seattle, fait que tant mieux, mais est-ce qu'il va être capable de transporter ça dans une autre organisation? Je ne sais pas. 28 points en 69 matchs l'année passée du côté du Kraken. Fait que ça l'avait bien été quand même pour lui. On s'entend que c'est un joueur de profondeur. On s'entend que c'est pas un joueur de première ligne. Là. Fait que bref, ça l'avait relativement bien été. On fait jouer avec le jeune Jacob Luco, que je vous ai parlé tantôt. Un joueur qui est responsable défensivement et qui aime bien l'échec avant. Fait que ça fit bien dans un alignement, bottom 6 et non un top 6. Par la suite, quatrième ligne, signature particulière, j'aimerais dire. Milan Lucic qu'on a rapatrié. 35 ans pour ce qui est de Lucic. Écoutez, probablement sa dernière saison en carrière. Il revient chez eux finalement. Il avait commencé là, il retourne là. Mais Lucic, il est lourd sur patin. Fait qu'il fait mal, il a de l'expérience. Il reste que. Moi, je trouvais qu'il y avait de la misère à suivre le rythme. Fait que je pense pas que ça va s'améliorer l'année prochaine. Fait que je sais pas à quel point c'est pertinent, mais c'est quand même le retour chez eux. Peut-être qu'on a fait ça pour faire plaisir à Marchand, je sais pas. En tout cas, c'est un joueur de profondeur. Milan Lucic, 19 points en 77 matchs l'année passée. Qu'on fait jouer ici avec Jasper Boquist, qui lui nous arrive du New Jersey, 21 points en 70 matchs l'année passée. Et finalement, Patrick Brown, 12 points en 61 matchs l'année passée. Il évoluait du côté de Ottawa. J'ai mis Scratch AJ Green et Megna. Megna, lui, nous arrive de Anaheim. En termes de défenseurs, ben là, j'ai privilégié y aller avec des gars qui se connaissent. Dans certains cas, il y a des gars qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, dans le cas de Grizzlick, en tout cas, lui, puis Charlie McAvoy, ça fait longtemps qu'ils se connaissent quand même. Fait que moi, j'ai opté pour les garder les deux ensemble. Puis Lindholm Carlo, un défenseur qui aime se porter à l'attaque, un plus défensif. Fait que ça, je trouvais ça aussi intéressant. Fait que bref, on a une balance intéressante au niveau de la défensive. Là. Grizzly, c'est Grezsick. Si, bah, j'ai de la misère avec son nom. Anyways, lui et McAvoy, c'est deux styles de défenseurs différents. Fait que ça aussi, c'est intéressant de ce côté-là. Fait que pour ce qui est de Grizzly, lui, c'est 26 points en 75 matchs l'année passée. Charlie McAvoy, 52 points en 67 matchs l'année passée. Une très bonne saison. 53 points en 80 matchs pour ce qui est de Ilash et Lom. Et 16 points en 75 matchs pour Brendan Carlo. Quand tu as deux défenseurs de 50 points dans ton organisation, c'est quand même pas mauvais. Là, on s'entend que ta première vague et ta deuxième vague d'avantages numériques vont en bénéficier, ça c'est sûr. Je pense que c'est quand même intéressant ce qu'on a du côté de la défensive à Boston. Et on ferme le tout avec Forbort et le tout nouveau Kevin Shattenkirk, qui lui évoluait du côté de Anaheim l'année passée. Mais moi, je l'ai connu beaucoup avec les Rangers, Shattenkirk. Qui a joué avec les Blues? Pas mal sûr. En tout cas, bref. 27 points, 75 matchs l'année passée pour ce qui est de Kevin Shattenkirk, qui est en fin de carrière. Zobril et Scratch. Ian Mitchell, qui lui nous arrive de Chicago, que j'ai scratch aussi. En termes de gardien de but, pas de changement. Fait que ça, on va revenir avec la même chose qu'on avait l'année passée. Linus Ulmark a connu une saison de fou. C'en est ridicule. 49 matchs, 1,89 de moyenne et 938 d'efficacité. Ça a été plus compliqué en séries éliminatoires, par exemple, du côté de Linus Ulmark et de Jeremy Swayman.
Linus Ulmark, 6 matchs en séries éliminatoires, 3.33, 896. 938 à 896, ça l'a fait mal. Dans le cas de Jeremy Swayman, 37 matchs l'année passée, 2,27 de moyenne et 920 d'efficacité en saison régulière. Jeremy Swayman en séries éliminatoires, c'est 2 matchs, 3,34, 875. Ça a mangé vraiment toute une débarque en séries éliminatoires pour les deux gardiens de but. Puis on ferme le tout avec le jeune Boussy. Boussy, si je ne fais pas erreur, je pense qu'il est dans la vingtaine. Je n'ai pas marqué son âge, mais il me semble qu'il est genre milieu vingtaine dans son cas à lui. Il a évolué au niveau de la Ligue américaine l'année passée. 32 matchs, 2,40 de moyenne, 924 d'efficacité. C'est quand même très bon au niveau de l'efficacité, 924. Mais du côté de Boston, honnêtement, on n'avait juste pas de place pour un gardien de but de plus parce que nos deux gardiens allaient tellement bien l'année passée. Fait que c'est assez compliqué en séries éliminatoires, mais il reste que l'organisation est une organisation qui a la réputation d'être très professionnelle. C'est une organisation qui a l'air d'être bien coachée aussi. Je pense qu'au niveau des défenseurs et des gardiens, c'est pas là où ça fait vraiment le plus mal. C'est surtout ici, au niveau de l'attaque. Parce que là, on tombe avec une ligne de centre qui est un peu moins solide que ce que moi je voyais dans la dernière année. Je ne sais pas à quel point Zaka Coyle vont être capables de reprendre ce que Bergeron et Krejci a fait. Puis, tu sais, Bergeron, c'était quand même aussi beaucoup de leadership dans l'équipe. Fait que, ouais, c'est ça. Du côté des Bruins de Boston, on croit en nos chances. Donc, on ne court pas pour une place en série. On veut aller loin en séries éliminatoires. Euh, Mon feeling à moi, c'est qu'il va y avoir un ralentissement pour cette organisation-là. Peut-être même à un point tel qu'on va courir pour une place en série ou qu'on va faire les séries, mais pas nécessairement très confortablement. Je ne vois pas les Bruins de Boston dans le top 3, mettons, de la division. Je sais pas, j'ai de la misère à croire. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un ralentissement du côté de Boston. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez d'après vous. Est-ce que les Bruins de Boston vont rester dans le top 3 de l'Atlantique? Est-ce qu'ils sont confortables en séries éliminatoires? Peut-être même la Coupe cette année pour les Bruins? Ou peut-être carrément pas de série pour les Bruins? Alors faites-moi savoir d'après vous où les Bruins de Boston vont terminer cette année. De mon côté, moi je dis pas top 3 dans la division Atlantique. On va dire ça comme ça. Alright, alors on n'oublie pas, si vous avez aimé la vidéo, on y fait un petit j'aime. Vous partagez aussi pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. Il y a d'autres previews qui s'en viennent, bien entendu, et la saison s'en vient à grands pas. Alors j'ai déjà hâte de vous parler des autres organisations, mais d'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye.